Laurent. Ah ouais, je pense qu'on va être bon pour un petit verre de, je sais pas quoi, un petit verre de cocktail, vino, là. un petit verre de mojito pour nous remettre de nos émotions, évidemment avec modération, mais donc je parle de ça parce que c'est beaucoup d'émotions quand même, toutes ces histoires d'intelligence artificielle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, à la maison. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez plongé dedans? Et aussi, est-ce que vous aimez les vins québécois? Parce que pendant des années, la réputation des vins québécois, on va se le dire, là, c'était de dire c'est de la piquette. Puis là, on essaie de bomber le torse en disant non, c'est bon, c'est bon. Puis là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Il y a d'excellents vins aujourd'hui, d'excellents produits québécois. Et d'ailleurs, en fin de semaine, ce sera le Festival des vins de Bromont, donc de super belle activité pour découvrir les vins d'ici et découvrir les sommeliers, des spécialistes du vin. Et on va en parler avec Joris Gutiérrez-Garcia, qui est meilleur sommelier du Québec et du Canada en 2023, meilleur sommelier des Amériques en 2025, donc la sommité des sommités. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bon, OK, on va mettre quelque chose au clair. Les vins québécois, là, en date du 16 juin 2026, ça passe ou ça casse? Ça passe, bien sûr. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. Moi, j'ai pas eu la chance de goûter les tout débuts de la viticulture des années début 80. Mais on a fait beaucoup de chemin, moi, depuis que je les suis, je dirais depuis 2009, 2010, 2011. On n'a jamais eu autant de diversité. De produits, de cépages, puis juste où est-ce que les vignobles sont plantés au Québec. Donc non, je pense qu'on a des vins qui sont vraiment super, puis c'est à nous de leur donner une deuxième chance. Qu'est-ce qui est fondamentalement québécois dans les vins québécois? Est-ce qu'on imite bien des vins d'ailleurs ou il y a un truc, il y a une touche québécoise? Puis là, moi, je manque d'imagination. Là, est-ce qu'il y a un goût québécois? Sirop d'érable. Est-ce que c'est parce qu'on met du sirop d'érable dans le vin? Ben écoutez, ce serait peut-être une bonne idée de cuvée. Moi, je pense qu'il y aurait deux choses. Donc, un goût réellement québécois. Je ne sais pas si moi, comme dégustateur, je suis en mesure de mettre le doigt dessus. En revanche, en général, ils n'ont pas beaucoup d'alcool, beaucoup de fraîcheur. Et puis ça, je dirais que c'est un trait assez caractéristique parce qu'on a, oui, des étés qui sont très beaux, très chauds, mais la saison reste relativement courte. Donc ça, je dirais, ouais, des vins de fraîcheur avec des très bonnes acidités qu'on arrive un petit peu mieux à maîtriser ou à dompter qu'avant. Parce que je pense que ceux et celles qui ont dégusté des vins il y a 15-20 ans, je pense qu'ils pouvaient être peut-être beaucoup trop acides. Mais là, je pense que le style des vins québécois est pas mal en lien avec ce que le marché demande. Des vins de fraîcheur assez passe-partout. Mm-hmm. Et quand on regarde la géographie, justement, du Québec, là, ça se trouve où, les meilleures vignes? Est-ce que c'est le terroir ou ce qui va faire la différence, ce sont les personnes qui cultivent, qui sont là, finalement, les viticulteurs? Alors, ben pour moi, ce fameux mot qu'on appelle le terroir, qui est la somme des sols, des vents, de la météorologie, de la pente, etc. Mais il y a le facteur humain qui, pour moi, est le plus important parce que vous me donneriez les meilleurs raisins à Bordeaux ou en Bourgogne, je ferais rien de très spécial. Donc, la personne qui va vraiment faire tous les choix dans le champ, puis ensuite qui va, si on veut, guider les vins selon leur philosophie après dans le chai, pour moi, c'est le facteur le plus important. C'est sûr qu'il y a des zones où je dirais que c'est un petit peu plus, je veux pas dire facile, mais les zones un petit peu plus chaudes au Québec ont un certain avantage parce que les gels vont arriver soit plus tôt au printemps, pardon, ou la saison va être un petit peu prolongée à l'automne. Fait que c'est sûr que le berceau de la viticulture au Québec, c'est vraiment autour de Donham. C'est là où il y a les plus vieux vignobles. Puis je pense que c'est la plus grande concentration de vignes. Mais on fait des super vins à Oka, dans le coin de Trois-Rivières, dans le coin de l'île d'Orléans. J'ai pas encore dégusté les vins, mais j'ai entendu parler d'un vignoble dans le coin du Saguenay. Fait que c'est vraiment très, 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 très large. Mais je dirais pour faire des visites puis découvrir, si on veut, le berceau de la viticulture, ça serait faire un tour dans le coin de Donham, Saint-Armand, Phillipsburg. Il y a beaucoup, beaucoup de vignobles, cidreries, puis ils font des super choses. Ah là, je suis content de vous parler. Vous êtes sommelier. Moi, il y a une question que j'ai envie de poser à un sommelier depuis des années, mais c'est jamais au restaurant que c'est le bon moment de la poser. Vous venez de parler des pentes.
Donc, Oui. est-ce qu'il y a pas un peu quelque chose comme tout un... Est-ce que les sommeliers sont pas un peu charlatans? Je vous explique. Moi, des fois, je vais au restaurant puis on me dit c'est un vin capiteux, c'est un vin perlant, c'est un vin sans vergogne, c'est un vin... c'est sûr qu'on est dans la Loire, on est dans les côtes, c'est un vin sans orgueil. Là, vous me parlez des pentes. Avouez que vous inventez tout ça. Donc, je peux pas dire je peux pas dire qu'il n'y a pas des charlatans comme dans tous les métiers. En revanche, on est des passionnés. On essaie de transmettre au mieux, si Ben on veut, oui. la philosophie des vignerons, vigneronnes à nos invités. C'est sûr que des fois, on s'emballe un petit peu. Puis des fois, on peut oublier que les gens en face de nous, ben, ils ont d'autres choses à faire que juste regarder des cartes puis lire sur le vin le week-end. Fait que ça, c'est sûr que des fois, on emploie des mots de vocabulaire qui créent peut-être pas des bonnes images, mais c'est à nous de trouver les bons mots pour donner envie aux gens de se plonger dans ce bel univers. Mais c'est un très bon point. Je pense que il y a eu une époque où les sommeliers, sommelières, puis j'espère que ça a changé, mais il y avait un côté très snob, très élitiste. On utilise des mots que personne comprend. Peut-être même eux ne savaient pas trop ce que ça voulait dire. Fait que c'est à nous de ramener un vocabulaire qui parle à tout le monde. En revanche, pour les pentes, ça, c'est pas charlatan. C'est historiquement, les plus grands vignobles étaient souvent plantés en coteaux. Si on pense en Europe, on allait privilégier les coteaux parce que sur les terrains plats, c'était plus facile d'avoir de la culture de céréales, d'avoir des cultures je sais pas, des élevages de différents animaux, alors que dans les coteaux, à part les oliviers puis la vigne, il n'y a presque rien qui poussait. Puis on s'est rendu compte, en fait, que il y a des meilleures expositions quand on est en pente. Il y a des vergers au Québec qui sont aussi en coteaux. Ça permet une meilleure exposition, un meilleur drainage également quand il y a des pluies. Souvent, en coteaux, ça va être une terre qui est un petit peu moins riche, un peu plus caillouteuse. Donc, non, là-dessus, je dirais pas que je suis charlatan. Et justement, vous avez obtenu le titre de meilleur sommelier des Amériques en 2025, meilleur sommelier du Québec et aussi du Canada en 2023. Juste nous rappeler là, comment ça se passe. Là. Vous arrivez en gang, vous testez des vins. Là. Comment on arrive à obtenir ce titre-là? Alors, c'est vrai que c'est très particulier les concours de sommellerie. On pense beaucoup juste à la dégustation, à l'aveugle ou à l'anonyme, qui peut être assez impressionnante, puis on peut dire comment ils arrivent à trouver. On s'entraîne pour ça. Et puis, en général, dans les compétitions, on nous propose des vins qui sont assez classiques. Puis ce que je veux dire par classique, c'est des vins qui ont une présence assez forte sur les marchés, puis qui représentent un style, une tradition. Parce que, par exemple, il y a des vins qu'on voit très, très peu dans le monde, ou peut-être qu'ils sont juste ils sont juste vendus dans un pays, mais ça serait un petit peu chiant si on veut de nous les mettre. Mais ça se présente toujours en 3 volets. Il y a des examens théoriques très rigoureux. On nous pose des questions sur l'ensemble du monde du vin, mais pas que. Il y a les bières, les cafés, les thés, les cigares, les chocolats, la gastronomie, l'actualité du vin. Il y a aussi souvent un volet un peu business, donc calculer le coût d'un cocktail ou une mise en situation, par exemple, il y a un mariage de 50 personnes avec tel budget, donc organisez-nous quelque chose avec des contraintes. Il y a le volet dégustation, qui pour moi est le plus amusant à travailler. Donc oui, il faut réussir à reconnaître certains vins, mais ça s'applique aussi aux autres boissons, les boissons sans alcool maintenant, les bières, les sakés, tout ce qui se déguste dans un restaurant. On est supposé pouvoir communiquer, peut-être savoir à peu près comment le servir, avec quoi le manger. Puis ensuite, il y a le volet service, qui est la partie que je préfère dans mon métier, mais que je trouve la plus bizarre en compétition parce qu'ils nous mettent dans un faux restaurant. Il n'y a pas de musique, personne mange, personne parle. Alors que dans le resto, habituellement, ça grouille, ça bouge. Puis les juges nous demandent des tâches qui sont en général assez simples. Mais là, vu qu'on est filmé, souvent on va être devant 100, 200, 300 personnes qui nous regardent. Il y a les juges qui sont un peu nos super-héros à nous dans le monde du vin, qui prennent des notes, qui vont tout scruter. Fait qu'il faut essayer de faire ces étapes-là en restant le plus calme, professionnel, puis en donnant envie aux gens de boire et de manger. Ah, c'est incroyable comme univers. En terminant, là, José Gutiérrez-Garcia, si vous avez un conseil à donner, prenons un garçon, par exemple, qui s'en va en date ce soir avec une fille, puis là, il connaît rien au vin, et là, le sommelier va passer, il va dire qu'est-ce que vous aimez. Là, dites-nous quel genre de questions il doit poser, puis quand le verre arrive, comment on fait pour le bouger encore, là? Comment on déguste? Comment on déguste pour pas qu'il ait l'air fou. Mais après, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'il l'annonce qu'il connaît rien au vin, mais il veut impressionner ce soir. Premièrement, il faut
Et ça, je pense que c'est à nous, les professionnels du vin, de le faire. Mais il faut essayer d'enlever toutes ces règles, justement. On n'est pas obligé d'être un grand connaisseur de vin pour aimer le vin. Puis je fais des fois le parallèle avec d'autres choses. Par exemple, je sais pas moi, la photo. Moi, je suis nul en photo, mais je peux apprécier une belle photo. Je sais pas jouer de guitare, mais je peux apprécier une belle chanson de guitare. Fait que moi, pour moi, c'est la même chose. Moi, ce que je pose à mes invités, c'est premièrement, est-ce que vous savez la couleur que vous aimeriez déguster? Parce que déjà, si vous savez pas qu'est-ce que vous voulez boire, du blanc, du rouge, du rosé, des bulles, ben là, il faut essayer de nous donner des petits indices. Moi, souvent, j'essaie de poser la question en général, est-ce qu'il y a un vin qui vous a plu récemment ou qu'est-ce que vous aimez boire en général? Un invité qui va me dire, ben, j'aime les Shiraz australiens, par exemple. Ben, tout de suite, moi, ça me dit qu'on aime les vins qui ont des bonnes épaules, du fruit noir, des Des vins qui bonnes sont... épaules. Je vous ai pogné des bonnes épaules. Un vin avec des épaules maintenant. Ben oui, parce qu'il y a des vins très fins, très légers, d'autres qui sont très corsés. On peut faire le parallèle pour les cocktails. Ça, je trouve que dans l'univers des cocktails puis de la microbrasserie, ils ont fait un très bon travail dans le sens que entre un gin tonic, par exemple, ou un mojito, entre un bon mojito tout frais, mentholé, avec des bonnes agrumes, puis un old fashion, il y a un cocktail qui est plus léger que l'autre. Mais c'est pareil dans le vin. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça et on va découvrir les vins. En tout cas, moi, je savais pas, il y avait des vins même de Trois-Rivières, du Saguenay, de Donham et compagnie. Donc, célébrons les vins du Québec et on ira vous voir au Festival des vins de Bromont. Merci beaucoup et bonne dégustation. Merci à vous.